dënnam beeg yenn faar yi manqué na ñooñu nga xam ne kon maanaam liñ doon wax ci film yi ak niñ ko la waxee naan dañoo yeewoon dañ leen a yee ñuy nelaw parce que kooku ñi ma la wax ci kanam ñooñu ñëpp gis nañ ne ay brodequin lañ soloon ay brodequin ñu ñëpp xam nañ soldaar yi bu njëkk wala alkaati yi dóor ñu naan brodequin la ma dóor ci faar donc ñooñu ñëpp ay brodequin lañ soloon ñett ñu njëkk ñooñu ko sol seeni yére donc ça veut dire que ñooñu xanaa kuy nelaw doo yor brodequin da ngay summi daal léegi yooyu xanaa soldaar yi xanaa duñ tëddee ñooñu léegi bi ci des ñaareelu rancé bi ñett ñañ fa génne ñëpp dañ leen a def ci kees lañ leen def keesu bant parce que mënuñoo wax keesu bant ñoon ñett ñëpp léegi nag ñooñu boo leen xoolee ñoom ñëpp dañoo manqué gu bu metti boo jëlee kenn ki njëkk moom dafa gémmiñ gi dafa ubbeeku bi muy dee gémmiñ gi daa ubbeeku faaru càmmooy yëpp dara nekkatu fa ndigg li maanaam vertèbre bi ndigg yi am na lu manqué donc kooku déjà ñun doon interprétation maanaam ni ñu ci doon xayma mooy kii est-ce que bi muy faatu na deewoon na complètement wala dañ koo tëj te fekk ba muy nooy mu ŋaaŋ loolu aussi parce que mën nañ ci dañ ko gën a gëstu ki ne ci digg bi ñaar ñi ne ci digg bi aussi noonu la woon ñooñu amatuñu faar amatuñu ndigg loolu lépp manqué ñetteel bi classé que noonu donc nga xool ne rangée bu njëkk bi ñooñu am na nu leen rey ñu dee rangée bi ci topp ñooñu dañoo seen manqué ba dañu leen dugal ci ay kees ndax est-ce que ñooñu foofu lañ leen rayee wala dañoo deefee leen ba xam si mënu leen a jël ñu jël leen ci kees yow ndaw yooyu pour mën leen ci dugal pour mën leen indi suul leen foofu rangée bu mujj bi kenn ki ñii ñëpp seeni bopp nekk moom fa la tànkam nekk mais moom bopp bi jotu mbóobee parce que dafa dugg waaye kooku aussi nit ñële manqué noonu la manqué léegi moo li nga xam ne ko loolu ñu fa defagum mooy firnde ni rey gi am na te ñu bëri am na nu ñu leen reyee du benn rey maanaam du benn façon lañ leen reyee wala lañ dee donc yooyu day xam ne am na comme massa bu ñuy première wala nañoo xoolaat ndax bu ñuy wax ci liñ ci bind dañ naan ab nañ char de combat américain yi ak yu tubaab yi ñii naan ay kënu lañ leen dóor ñii naan balu fetal en tout cas gisagum nañ benn bal ci biir nit ki ñi des moom gis nañ ne en tout cas manqué nañ lu bari dara destu fa léegi foofu lañ xaw a toll dañ ne nag léegi fi ñu toll nii liggéey bi foofu des na lii des mooy danañ xoolaat yax yooyu ñooñu li manqué naka la parce que du loo xam ne si suuf see ko lekk ndax ñoom ñëpp maanaam ci suñu jargon stratigraphique ñoo bokk benn environnement donc kële ñu ne mënuñoo mat ñi manqué ça veut dire ku fa manqué rek ba nga fay ñëw da ngaa manqué bañ la fay suul da ngaa manqué du suuf see ko lekk beneen bi mooy dañu eggale ci liggéey boobu bi ci des maanaam danañ xool ñoom am na lu ñu koy defee ADN dañ xool gën giir lañ bokk léegi bu ñu ko defee ADN def ko génétique danañ xam ban giir la bokk te loolu bu ñu defee prélèvement yooyu ci ñoom léegi au moins am nañ collègue yoo xam si am nañ base de données maanaam def nañ ci nit ñi dund ñii ku nekk xam nañ sa giir mooy ADN yoo xam si mën nañ ko comparer ak base de ADN bi ñu yor pour xam kii mooy kan fa la jógee parce que boo xoolee ñoom juróom-ñaar yi ñett ñi ci kanam ñëpp ay góor yooyu lañ parce que ku nekk war dem ngaa def 1 mètre ak juróom-ñett fukki centimètre 1 mètre 80 ñi ci digg bi noonu léegi à part ki nga xam ne ki ci gën a tuuti daal benn nit la 1 mètre 65 la ñi des ñëpp 1 mètre 80 la mooy première rangée bi nga xam ne ñooñu wax ne ñoom lañ tëral ñoo sol woon deuxième rangée bi 1 mètre 70 kenn fa nekk 1 mètre 65 troisième rangée bi kooku aussi 1 mètre 70 la
léegi buñ ko xoolee ci ouest africain yi maanaam da nga xam ni njool ñeeg kii et puis ñi newoon ci digg bi vraiment boo leen gisee ñu am taxawaay lañ donc yooyu ay indication la donc dañ ko gën a def ci test ADN yi pour xam loolu. beneen bi nga xam ne moom la d'ailleurs moom la ñu président moom la wax démb mooy li ñu ko waxee ni li ñu gis nii dañoo war a yaatal gëstu bi dajjiwaat bàmmeel yëpp ci loolu boobu. dañ ko dajjiwaat ko parce que dajji nañ juróom-ñaar dañ dajjiwaat yi ci des pour xool ndax rangée bu njëkk bi noonu la ba tey est-ce que dañu ñoom ñëpp a tërandooloo benn rangée bu ñaar bi nga xam ne dañ leen dugal ci ay kees ndax noonu la ak bu ñett bi parce que fii ndox mi suufu caaro yi dafa nekk ci suuf ndox mi dafa nekk ci kaw géej gi ñoom ñu ne suuf bu ñu gasoon tuuti rek ndox mi day génn moo tax ñu ne dañu am nañ benn machine bu ñuy wax radar à pénétration du sol RPS radar bi buñ ko indee buñ ko scanné ba ñaar fukki mètre ci suuf lu fa nekk danañ ko gis bu dee benn bouton sax dañ ko gis donc kooku aussi état bi commandé na ko bu ñëwee danañ scanné waat fi ñu newoon fi ñu taxawoon pour xool ndax ci suuf ñooñu ñu gis amul ñeneen ñu fa nekk ndax tegalewuñ leen donc loolu dinañ ko xool parce que donc dina ko mën a xool danañ mën a scanné waat même fi ciment bi nekk jëlul daj yi danañ scanné cimetière bi yëpp boo ko scanné lu ne ci suuf ba ñaar fukki mètre dañ ko gis loolu la tax ñu gën a yaatal gëstu bi foofu yaatalaa gëstu bi buñ génnee ci bamb kii parce que wet gi foofu yaakaar nañ ne am lu fa nekk aussi dem ca daral ga nga xam ne mi ngi ca wetu kaw bi demaat fépp fu ñu mën a wax pour que au moins ñu xam lan moo fa nekk te léegi buñ gisee loolu buñ scanné luñ fa gis danañ mën a xam fan nañuy gas ak lan la leen fi fekk donc loolu parce que li ma la wax sànq rek mooy ba léegi liggéey bi des na parce que bu fekkee dañ ne dañ leen ray ak ay char ay fragment de obus ak yeneen gisaguñ ko ba léegi ci jumtukaayu soldats yi nga xam ne moom lañ jëloon à part bal bi ñu gis bal yi ñu gis ci yaramu nit ki nga xam ne mooy ñetteel bi donc foofu lañ toll ci liggéey bi pour wax ne donc loolu mooy gëstu bi nga xam ne mooy ñëw mën a mottali li nga xam ne bind nañ ko wala aussi lañ fay gisaat ak li ñu commencé gis nii lii ñu commencé wax dana tax aussi lañ doon denc bu fekkee dem de danañ wax ba xam ne ndax ñun lii ñu gis ak niñ ko waxee niñ ko interprété dëgg la wala déet bu fekkee dañ ne am na ñu doon jéng di leen rey dañ ne déedéet jéngul leen preuve yi lii lañ waxoon ñun bu fekkee dañ ne ñii nga xam ne dañ leen dugal ci kees bant yi dañ leen rey ba bu feneen lañ leen rey ba mënu leen ni ñu indi leen fa wala ñoo xam si dañoo dee ca hôpital feneen ñun ñëpp parce que fii aussi li ñuy wax mooy kenn binduñu turu kenn parce que beneen bi ne wax attention ndax ñi nga xam ne dañ leen dugaloon ci keesu bois yi mbaadu ay militaire tubaab lañ doon wala parce que cimetière bi ba léegi kenn xamu am na yu bëri xamuñ ko ndax est-ce que ay tubaab mais bu ne xanaa bu dee seen ñoo dee dañuy war a bind ne kii moo fi dee nii la tudd defal ko stel comme boo demee Carabane cimetière ba fa nekk da ngay gis ku fa dee ku ne defal nañ la ba mais xam nañ turam donc loolu yëpp donc hypothèse yoo xam si la gëstu bi danañu may ñu xam lu xewoon foofu lu xew ci yeneen yi mais aussi peut-être que li nga xam ne bindoon nañ ko wala nanguñ ko génne bu fekkee léegi preuve yi génnee nañ ne ñun te gis nañ lii te nii lañ ko gisee nii lañ ko interpréter nii lañ ko xoolee dana permettre aussi ñu confronté waat yeneen sources yi nga xam ne moom lañ denc donc loolu mooy li nga xam ne def nañ ko caaraw ci sunu section bi nga xam ne mooy archéologie mooy ñoo xam si dañuy gas nit ñi bu ñuy jàng ñoom roxee ci livre yi la ñu ubbi ñun nag sunu livre suuf si. L'histoire aussi de la documentation, nous avons voulu y insister. Et là, je suis sûr que ça va être l'une des préoccupations de cette discussion, la grande question, parce que même si on parle d'archives, on parle de textes, il y a une archive énorme qui est matérielle, qui est le cimetière de Thiaroye. Et personne n'a jamais essayé de faire, disons, des fouilles, l'archéologie de ce cimetière pour savoir qui est enterré là. Comment ceux qui sont enterrés là sont enterrés là. Où est-ce que les gens enterrés là ont été tués, etc., etc. Donc, ces éléments
sont des éléments importants, qui sont les éléments de, si vous voulez, la documentation. Le chapitre 2, c'est l'histoire des tirailleurs, c'est en fait une brève histoire de la constitution du régiment dans les années 1850, au milieu du 19e siècle, à la dissolution en 1960, au moment des indépendances. Et nous nous sommes intéressés à la participation des tirailleurs aux deux guerres mondiales, parce que ce sont deux moments qui sont des moments, disons, des moments fondateurs, en particulier des luttes pour l'émancipation. Le quatrième chapitre, comme je disais, c'est un chapitre plutôt historiographique, pour essayer de placer le massacre dans une histoire plus large, qui est l'histoire de l'Empire français. Mais plus que de l'Empire français, cet épisode est un épisode qui s'inscrit dans un moment qui est un moment fondateur pour la France de l'après-seconde guerre mondiale, ce qu'on appelle le moment de la libération. Et l'intérêt de placer cette discussion autour de la libération, c'est le fait qu'il y a une mémoire française de la libération. La France sort de l'occupation et la France renoue avec son passé de gloire. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce moment d'euphorie que la France choisit pour dire aux Noirs, vous avez fait la guerre, mais vous n'en faites pas partie. Ce moment d'euphorie, le moment de la libération vous exclut. On retourne à l'ordre colonial de la violence, l'ordre colonial de la soumission et l'ordre colonial du silence. Et comme vous le savez, ces tirailleurs qui sont rapatriés arrivent, mais ne veulent pas être silencieux. Ils revendiquent. Mais ça a été toujours le cas des conséquences des guerres. Et les guerres ouvrent toujours des horizons. Et des horizons pour des gens qui sont enfermés, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est un peu cela que nous avons essayé de faire. Et probablement l'une des contributions les plus importantes du livre blanc, c'est de démonter les mécanismes et opérations qui ont été utilisés. Excusez-moi. Qui ont été utilisés pour dissimuler cette tâche, qui est une tâche énorme, si vous voulez, sur les habits étincelants au moment de l'après-guerre de la France qui s'est libérée. Donc, et ceci est très très important parce que cette dissimulation aussi, même si on a essayé de la trouver dans les textes, etc., et on va en parler, on a trouvé aussi en fait au cimetière. Et il y a une conclusion et des recommandations qui sont des recommandations qui s'inscrivent dans la nature même de cet exercice. C'est que en fait, c'est un exercice qui ouvre un débat, qui ouvre une conversation dans laquelle l'ensemble des acteurs, l'ensemble des pays qui ont envoyé des tirailleurs devraient participer. Et cela est d'autant plus important que les historiens continuent à dire les autorités françaises continuent à cacher des documents, qu'on n'a pas tous les documents. Et parce qu'on n'a pas toutes les archives, et le cas le plus simple, personne ne peut dire aujourd'hui qui sont les tirailleurs qui ont embarqué dans le bateau qui les a ramenés à Dakar. On n'en connaît ni les noms, on n'en connaît pas les nombres. Mais les Français disent que cette liste n'existe pas. Ce qui est quand même assez étrange. Le colonel Ngom vous dira, on ne peut pas avoir une troupe sans avoir les noms de tout le monde.
Et on ne peut pas avoir une troupe qui est cantonnée dans des casernes sans qu'au moins le matin qu'il y a un salut des drapeaux, tout ce qu'on veut, mais il y a une liste. Là, on n'en a pas. Ce qui veut dire que quelque part le travail qui est fait par les historiens est un travail de recherche, un travail aussi de reconstruction. Un historien peut écrire une histoire sans avoir de liste. En montrant, en fait, si vous voulez, en utilisant ce qui existe et en proposant, si vous voulez, des interprétations. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et l'introduction montre qu'est-ce qu'on a essayé de voir en particulier pour définir ce moment, cet épisode, quelle est la démarche que nous utilisons, les interrogations, les connaissances dont nous disposons, les trous noirs, les incertitudes, les manipulations et les entraves. Étant entendu que le principal souci dans le cadre qui nous préoccupe, c'est une commande de l'État, et ceci est important, et de rouvrir les dossiers historiques, mémoriels et politiques du massacre, pour précisément trouver des récits qui sont porteurs, comme ils disent, d'un imaginaire qui est un imaginaire panafricain. Et donc, comme quand je présentais, comme je disais, le chapitre 1, c'est le chapitre sur les sources. Ce qu'on a essayé de voir, c'est de tout regarder, des archives qui existent au Sénégal et en France. Et comme vous savez, il y a eu toute une discussion autour des archives qui avaient été remises par le président Hollande. On n'est toujours pas d'accord. Les Français disent nous vous avons donné tout ce que nous avons. Et il n'y a pas que nous qui le disons. Je pense que tous les historiens qui ont travaillé sur le thème disent qu'effectivement, il y a des dossiers qui ne sont pas accessibles. Donc aujourd'hui, il y a tout ce débat sur ces dossiers. Il y a aussi le débat sur les archives orales, c'est-à-dire le travail qui devra être fait maintenant avec plutôt les descendants de ces tirailleurs pour avoir une vue qui est une vue en fait des principaux acteurs. Donc ce chapitre qui est le chapitre le plus long est véritablement un chapitre pour réunir, discuter et ouvrir des perspectives sur les archives. Et associé à ce travail archivistique, il y a un travail documentaire. Il y a une réflexion approfondie sur toutes les études secondaires qui ont été lancées. Et une comparaison entre les différentes études, entre les chercheurs africains, les chercheurs américains et les chercheurs français qui se sont intéressés. Parce que l'une des premières études les plus exhaustives avait été faite par un chercheur canadien, Myron Eckenberg. Et l'un des premiers Sénégalais à avoir en fait conduit une étude et qui a été l'un des premiers à s'intéresser à l'histoire du volume des tirailleurs revenus et du nombre de tirailleurs exécutés était un historien sénégalais, Mbaye. Donc c'est, si vous voulez, l'économie du chapitre 1. Le chapitre 2 est un chapitre plus conventionnel. C'est une histoire générale des tirailleurs. Et comme vous savez, cette histoire, elle est intéressante à cause de cette position ambiguë du tirailleur dans l'histoire de l'Empire français. Je veux dire, les Sénégalais l'ont vu, le débat qu'il y a eu sur l'appréciation de leur rôle. Mais ces débats existent depuis longtemps. En 1956, je crois, Abdoulaye Ly publie un livre qui s'appelle « Mercenaires noirs ». Et c'est un livre sur les tirailleurs. Et il explique cette triple difficulté de comprendre des acteurs qui sont à la fois des victimes de la colonisation. Dans la plupart des cas, ils ont été recrutés par force, mais qui ont aussi joué un rôle dans l'expansion française en étant
membre des guerres de conquête. Mais la troisième chose qui est très importante, c'est que dans la plupart du temps, ces vétérans de la guerre sont revenus de la guerre avec un idéal qui est un idéal d'émancipation. Et comprendre ce triple mécanisme est parfois très très difficile. C'est ce qui explique par exemple qu'après la guerre, et même un peu avant la fin de la guerre, entre 1943 et 1944, il y a plein de révoltes de tirailleurs et de soldats, et des soldats coloniaux de l'Empire. Donc, ce n'est pas une histoire que vous voulez univoque. C'est une histoire complexe. Mais cette complexité, on a voulu la montrer. Mais cette complexité ne veut pas dire que ce moment précis, qui est le moment de ce que nous appelons le massacre de la libération, que ce moment précis n'est pas un moment particulier et ne porte pas une histoire qui est une histoire particulière. Parce qu'il ne se battait pas seulement, comme on dit, pour le prime, pour le salaire. Il se battait aussi pour leur dignité. Il se battait aussi pour qu'on les respecte, qu'on traite les tirailleurs comme on traite les soldats français. C'est-à-dire le traitement d'égalité est un élément essentiel à prendre en considération. Si vous voulez, c'est un peu ce cadre général qui était important de tracer dans ce chapitre. Et le troisième chapitre est véritablement le travail de décortiquage, qui est le décortiquage de, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire ce qui s'est passé exactement le 1er décembre? Et dans la plupart des cas, la question la plus simple, c'est qu'on ne sait même pas si les gens ont été tous tués dans le camp, aux abords du camp ou hors du camp. On ne sait pas. Ou bien il y a des gens qui ont été tués dans les trois places, dans les trois lieux de prison. Mais nous proposons, si vous voulez, nous proposons un tableau. Et nous essayons de faire, dans certains cas, des hypothèses pour dire exactement ce qui s'est passé. Mais comme je l'ai dit, le principal défi, c'est de ne pas avoir accès à l'ensemble de la documentation. J'ai parlé du chapitre 4 qui est, comme je vous disais, un chapitre plutôt un travail historiographique. C'est-à-dire lire attentivement à partir des ressources archivistiques, des ressources orales, disons, rassemblées, et de pouvoir exactement dire qu'est-ce que, disons, de discuter les interprétations, et discuter les interprétations qui sont les interprétations, parce qu'il y a une énorme littérature sur Thiaroye aujourd'hui. Il y a une littérature qui est une littérature historique. Il y a une littérature qui est une littérature littéraire. Il y a aussi ce qu'on peut appeler un cinéma, qui est un cinéma qui porte sur ce moment et qui fait de ce moment un moment particulier. Mais il y a aussi des productions artistiques, littéraires, musicales et plastiques qui ont porté le travail de Thiaroye 44, par exemple, qui joue un rôle extraordinairement important dans la construction de Thiaroye comme un lieu de mémoire, mais aussi dans la construction de cet épisode comme une partie intégrante d'une mémoire et d'une histoire qui est partagée, qui est non seulement l'histoire de l'Empire, mais qui est aussi l'histoire de sociétés, en particulier ouest-africaines, qui ont effectivement commencé à construire, à réunir du moins les éléments qui permettent de penser
deux questions politiques qui sont des questions importantes. La première, c'est celle de la souveraineté. Et la deuxième, c'est celle de l'unité et du panafricanisme. Et ces éléments aujourd'hui sont des éléments qui concourent effectivement à écrire une histoire de ce moment, mais une histoire partagée, une histoire à venir. Dans la plupart des cas, et je terminerai là, les gens pensent que parler de Thiaroye, c'est en fait c'est quelque chose soulevé contre la France. C'est la manifestation d'une expression, si vous voulez, anti-française. En fait, c'est complètement se limiter à avoir un regard presque méprisant sur en fait un travail qui est fait et qui porte une histoire qui est la nôtre. La France est partie prenante de cette histoire, mais elle n'est pas au cœur, si vous voulez, de nous, l'histoire que nous faisons en tant que pays, etc. Cette histoire, on la partage, mais l'histoire qui doit porter notre souveraineté, c'est nous qui la produisons. C'est nous qui la construisons. Et ça, c'est un élément important. Donc, si vous voulez, c'est un peu ce qu'il y a. Et un peu plus, bien sûr. Mes collègues sont là. Ils peuvent effectivement répondre aux questions que vous avez. Nous pouvons essayer de répondre aux questions que vous avez. Mais il faut considérer, le président de la République l'a dit, que c'est un travail inachevé. Et ce travail va continuer. Qui est appelé peut-être à changer après. Mais en tout état de cause, nous n'avons pas eu ces documents-là, même si la France dit qu'elle nous a donné tout ce qui était à sa possession. Notre travail d'historien nous a amené à dire non, il y a des documents qui manquent. Et nous savons pourquoi ils manquent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des soldats qui embarquent sur un bateau, qu'il n'y ait pas un manifeste. Il y a toujours un manifeste qui fait la liste de tous ceux qui ont embarqué. Ce manifeste-là ne peut pas ne pas exister. Or, la France dit qu'elle n'a pas vu de manifeste. Nous en concluons que ce sont des documents cachés quelque part. On ne les a pas encore retrouvés. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire notre travail, parce que nous sommes formés pour ça. Nous faisons un travail de recherche, d'interprétation des documents pour aboutir à un résultat à un moment donné. Et c'est ce à quoi nous sommes parvenus actuellement. Donc ces documents cachés-là, ce sont notre travail qui a abouti à dire qu'il y a des documents cachés, effectivement. Mais la France, jusqu'à présent, elle dit qu'il n'y en a pas. Il y a aussi d'autres petits détails, qu'il y a des documents qui ont été floutés, comment on appelle, caviardés, et on a demandé à ce qu'on lève cela et de dire non, ça c'est... Il y a eu l'amnistie qui fait que actuellement c'est comme si cela n'avait pas existé. Et c'est des sanctions qui avaient été appliquées à des officiers qui avaient officié le jour même du massacre. Donc ça aussi c'est des documents qui existent mais dont on ne peut pas avoir. C'est la raison pour laquelle c'est ce qui fonde l'amertume du président de la République quand il dit que la France nous cache quelque chose encore. Alors, et tout à l'heure, le président a terminé en disant que c'est une histoire encore inachevée. Je dis qu'il y a encore autre chose à faire, d'autant plus que nos travaux nous ont amené à voir que du côté allemand, il y a des documents. On peut faire des recherches aussi du côté allemand. Cela n'a pas encore été approfondi, mais on pourra toujours trouver des informations concernant les Fronstenac de ce côté-là, côté allemand. Voilà, c'est donc sur ça que je voulais intervenir. Le prochain, c'est le niveau, non? Merci. Ndjouga Benga. Alors, pour répondre à la question, il y a deux journalistes qui ont posé la question du nombre des victimes. C'est encore, disons que le travail de la sous-commission archives a permis, par des sondages, déjà d'éclairer cette question. Sur le nombre, nous n'avons pas à en inventer.
disons, à partir de ce massacre de masse, on pense qu'il peut y avoir plus que les 70, puisque les choses évoluent. On est passé de 35, on est passé d'une négation au nombre de 35, puis à 70. Et donc la réflexion et surtout la recherche archéologique pourrait nous aider à aller au-delà de ce chiffre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'ordre colonial est un ordre violent. C'est l'ordre de la violence et du meurtre. Et Thiaroye ouvre un épisode qu'on appellera ces guerres coloniales sous la 4e République, que l'on retrouve dans d'autres colonies, dans d'autres types de colonisation, britanniques notamment, mais qui sont moins visibilisés, qui sont invisibilisés. Ce qui importe, c'est de montrer que la réflexion, elle se poursuit. La quête de vérité, si on peut appeler ainsi, se poursuit sur ce nombre de victimes. Mais ce qu'il est surtout important de comprendre, c'est que fondamentalement, des sujets français, puisqu'effectivement les citoyens français étaient épargnés par ce massacre, les Africains sujets français ont au-delà de ce que Mamadou Diouf a dit, au-delà de ces questions de rémunération, ont posé la question de leur dignité, de leur liberté, de leur émancipation. Et c'est ça qu'il est important d'aller. Il faut aller au-delà des chiffres et montrer que ce qui importe pour nous, Africains, qui écrivons ce récit sur nous-mêmes. Et c'est ça également qui pourrait déranger, c'est-à-dire il n'y a pas eu une conversation en tant que telle. Il y a eu un récit linéaire, unique, qui a cherché à invisibiliser, à dissimuler. Et maintenant, il y a une pluralité des récits. Et ce qu'il est important de montrer, c'est que surtout, le récit n'est pas seulement produit par les historiens, mais par les communautés elles-mêmes. Si nous parlons d'un 1er décembre, on a parlé avant d'un 23 août. Mais les communautés à Thiaroye se sont battues pour produire des récits. Ce qui les intéressait, ce n'était pas un chiffre, ce n'était pas des statistiques, mais de produire une mémoire qui venait d'elle-même et qui donc utilisait les voies les plus variées. Et c'est ça également qu'il est important de retenir si nous voulons être libres, penser notre temps en le replaçant dans un temps global, mais un temps où nous nous tenons debout par nous-mêmes. Merci. Merci. Moustapha Sall, président de la sous-commission archéologie, laquelle commission a effectué les fouilles tests dans le cimetière de Thiaroye. Merci pour votre question. C'est une bonne question piège parce qu'en fait, je commencerai par dire que, effectivement, comme l'a dit Mamadou, au niveau de cet événement, nous avons plusieurs versions, plusieurs thèses et plusieurs sources. Ce que les gens ont écrit et à travers les archives, avec tout ce qu'ils viennent de décrire, et ce que les gens ont rapporté en les tenant peut-être des témoins, des témoignages qui étaient là. Et enfin, la grande source, qu'est-ce qui s'est passé, les sources matérielles, qu'est-ce qui s'est passé à Thiaroye? Et la réponse à cette question de ce qui s'est passé se trouve dans le sol. Parce que tout est enterré. Et donc, tout l'intérêt maintenant de l'arrivée des archéologues de ce travail, qui, comme vous le voyez, par rapport à tout ce qui est décliné, est un travail de longue haleine. Mais dans un premier temps, il fallait répondre à plusieurs, ou bien il fallait travailler à compiler certaines certitudes et à en éliminer d'autres thèses. Et effectivement, dans déjà le débat qui se posait, c'était dans le lieu des massacres. Est-ce qu'il y avait un lieu ou des lieux de massacre? Et en fonction des informations qui sont à la disposition, donc à partir des archives, des thèses qui sont avancées par certaines autorités françaises, il est ressorti qu'en fait, il y a plusieurs sites qui sont cités. Mais que le cimetière demeure être au centre avec cette problématique des 34 tombes qui seraient celles de tirailleurs tués durant ce 1er décembre 1944.
Alors, ça veut dire que si on commence à dire 34 tombes, on a 34 individus. Donc, qui sont enterrés individuellement. Et dans le travail de la commission, il était demandé aux archéologues de faire un test. Parce qu'on disait 34 tombes, mais il y a aussi des thèses contradictoires qui disaient que les tombes sont des cénotaphes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous. D'autres disaient non, les tombes sont une mise en scène, elles ont été érigées postérieurement sur des fosses communes. Et là, je reste une seconde pour clarifier fosse commune et charnier. C'est deux pratiques différentes, deux matérialités différentes. Une fosse commune suppose qu'on enterre des personnes en même temps, dans un même trou. Un charnier, c'est vraiment un dépôt non coordonné avec plusieurs individus qui peuvent être entamés les uns sur les autres, etc. Donc, il fallait tester d'abord ces hypothèses. D'abord, la première hypothèse, c'est de savoir est-ce qu'il y a des sépultures sous les tombes. Deuxième hypothèse, est-ce que les 34 tombes qui sont désignées comme étant celles de Tirailles qui ont été massacrées, est-ce qu'en fait il y a ce nombre? Mais vu le temps par rapport au timing qui nous était imparti, il fallait faire un sondage test. Et le sondage test, c'est que le cimetière, comme vous le voyez, c'est 202 tombes. Le lot 34, c'est le premier lot. Ensuite, vous avez un deuxième lot 84. Et en fait, les autres ne sont pas concernés, mais le débat était focalisé sur les 34 tombes en disant que c'était le lieu, et ça fait et ensuite, avec un élément témoin qui est le baobab, qui pouvait être en fait un témoin en disant que c'était le lieu où ils étaient enterrés. Et on a choisi de faire une coupe transversale sur les rangées. Rangée 1, rangée 2 et rangée 3. Et donc on a pris 3 pour la rangée 1 des 34, 2 pour la rangée 2 et une tombe pour la rangée 3. C'est en fait faire un sondage test pour tester ces hypothèses qui ont été avancées par les sources. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Alors, les résultats sont extrêmement encourageants, mais méritent encore d'être approfondis. Donc, si vous permettez, je vais donner quelques éléments de résultats parce que vous en avez parlé par rapport au bal. Mais ce que les fouilles ont montré, d'abord, c'est d'enlever l'hypothèse de cénotaphe. Il existe bel et bien des sépultures dans ce lot. Deuxième vérification, certitude. Effectivement, les tombes ne sont pas contemporaines aux sépultures, elles le sont postérieures. Il y avait certaines thèses qui parlaient du fait que les tombes étaient érigées in memoriam. Et les fouilles ont montré effectivement que les squelettes ne sont pas à l'intérieur des tombes. Elles sont souvent à l'extérieur du carré, parfois même la tête est à l'envers de la stèle. Donc ça veut dire que les tombes ne reflètent pas le type d'inhumation. Troisième élément important, c'est que justement on a des preuves matérielles que ce massacre-là, en fait le lieu, le cimetière, est un réceptacle de plusieurs pratiques d'enterrement qui peuvent traduire plusieurs types de massacres. Parce que dans les thèses qui sont avancées, on dit qu'ils ont utilisé des automitrailleuses, des pistolets, etc. Bon, les films qu'on revoit, ils les ont réveillés, donc en tirant. Mais ce qu'on a trouvé sur place, pour la première rangée, les 3 individus qu'on a exhumés, d'abord, en termes d'information, ils ne sont pas petits, leur taille est d'environ 1,80 m chacun. Ils étaient habillés avec des chemises, leur manteau, et ils portaient même leurs chaussures que sont les brodequins. Première rangée.
et certains même, les éléments qu'on a trouvés, il y avait un dégradé. Et dans ces individus de la première rangée, l'individu 2 qui est au milieu, il a été enchaîné. Ses pieds sont joints avec des restes de fer au niveau du tibia. Donc, ça veut dire que celui-là, on sait que déjà, si quelqu'un est enchaîné, est-ce qu'il a été tué sur place ou bien il a été tué? Mais en tout cas, il y a eu ces traces de torture ou bien c'est un prisonnier, etc. Donc ça, c'est une certitude. Deuxième, encore élément d'information, l'individu 3. Il n'avait plus de crâne. Une balle logée et ensuite avec le but. Et là, vous voyez ces 3 individus-là, à chaque fois, ils ont la particularité d'avoir tous des insignes militaires. Donc, ce ne sont pas des civils, pour en relier avec le massacre. Donc, ce sont des soldats. Parce qu'ils ont les équipements, les tenues, les éléments d'un soldat. Et certains étaient dégradés. Et là, on voit que justement, sur cette première rangée-là, c'est vraiment un ordre qui est très différent de la seconde rangée, parce que les 3 qui sont dans la seconde rangée, ceux-là, ils ont été amenés, ils ont été enfermés dans des coffrages en bois. Bon, en termes archéologiques, on ne peut pas dire, si vous n'avez pas les restes d'un cercueil avec un bois dur, puisque le bois est biodégradable, on utilise le jargon de coffrage en bois. Et les fouilles ont montré que justement ces individus-là sont enterrés avec une trace rouge et des clous tout autour. Donc, et là, ça veut dire que le bois étant dégradable, biodégradable, le bois a disparu, mais les clous qui ont servi à les enfermer dans le coffrage en bois existent. Et justement, ceux-là, ils paraissent tous très atteints. L'individu numéro 1, sa partie gauche était dépourvue de côte. L'individu numéro 1 là, celui qui est 1, il n'avait plus de côte et il avait la bouche ouverte. L'individu numéro 2 n'avait plus rien. Donc, pas de côte, moitié colonne vertébrale et la moitié du bassin a disparu. Et il y en a même pour l'individu 3. Et dans la troisième rangée, cet individu dont la tête est même à l'opposé de la stèle de la tombe, cet individu-là est complètement vide à l'intérieur. Alors, vous voyez très bien que, justement, vous avez dans ce cimetière, rien que pour ce sondage test, des 3 rangées avec les 7 individus, vous voyez très bien des individus qui présentent des caractéristiques différentes les unes des autres et qui portent des traces de violence différentes, donc qui peuvent être faites avec différentes techniques, différentes armes. Donc ce qui faisait que pourquoi le professeur Mamadou Diouf parlait, est-ce qu'il y a certains qui pouvaient être bien tués dans le site, mais il y a d'autres aussi qui pouvaient être tués ailleurs, et que justement l'existence des coffrages en bois peut justifier que leur corps était tellement atteint qu'il fallait les mettre dans des trucs sommaires pour pouvoir les enterrer. Donc vous voyez très bien qu'à partir de ces petites recherches, c'est une très petite recherche archéologique, on commence à reposer d'autres problématiques par rapport au massacre, au lieu et aux méthodes utilisées. Et ça aussi, ce sont des éléments, parce qu'on trouve des indices, même par rapport à la stratigraphie. Je ne vais pas utiliser un langage aussi compliqué, mais en fait, on essaie toujours de voir le contexte dans lequel les individus ont été trouvés. Donc ici, voilà des éléments qu'on trouve, et pour répondre à la perspective de la commission, parce qu'on avait dit que ces 7 squelettes exhumés doivent faire l'objet d'une autre étude
c'est-à-dire une étude anthropologique, physique, déterminer un peu aussi, il y a ce qui manque, parce que ce qui manque, et c'est pourquoi je parle du contexte stratigraphique, parce que l'environnement est le même pour tout le monde. Alors, si un squelette présente, par exemple, pour la première rangée, les individus ont leur corps, tout leur corps, certains sont intacts. Et ici, toutes les trois tombes, les trois rangées, renferment des sépultures primaires. Ça veut dire que quand on dit sépulture primaire, ça veut dire que le corps, il est en entier, ce n'est pas des morceaux qu'on a cherchés à gauche et à droite, qu'on a rassemblés pour pouvoir les enterrer. Ce sont des individus entiers dans le cadre, dans ce contexte-là, mais qui, dans certaines parties de leur corps, manquent. Et quand ça manque, ça veut dire que ça pose le contexte archéologique, ce n'est pas le contexte stratigraphique, ce n'est pas le sol qui a affecté le corps, c'est que le corps a été déposé dans cet état-là. Donc ça veut dire que tout ce qui manquait, ils les ont perdus. Donc ça, c'est une preuve que ces individus-là ont été massacrés. Donc ensuite, maintenant, on va refaire les pesées, c'est-à-dire faire cette étude anthropologique poussée, mais aussi faire une étude génétique en extrayant les ADN de ces individus-là. Parce qu'en fait, en bioanthropologie, on a un problème qu'on peut ne pas être confronté à Thiaroye. Parce que l'ADN ancien, par rapport au contexte d'enfouissement, est parfois très difficile à extraire, mais ici on est à 80 ans, donc c'est très très possible, tout est bien conservé, donc on peut encore extraire les ADN de ces premières 7 sépultures qu'on a trouvées, maintenant avoir leurs traces ADN et savoir qui ils sont, parce que aussi, je voulais le dire, par rapport à des éléments d'identification, on a trouvé des bagues, etc., etc. Donc, qui permettent aussi de relier ces éléments-là. Et la perspective, c'est maintenant de faire cette étude génétique et anthropologique, mais aussi de voir sur ce premier lot de 34, c'est de fouiller les autres pour voir est-ce que les individus qui sont dans la première rangée, est-ce que ce n'est pas des individus qu'ils ont placés comme ça et qu'ils auraient tués ou bien dégradés? Ensuite, voir est-ce que ceux qui ont été dans les coffrages, qui sont toujours dans la rangée 2, est-ce que c'est pas aussi, ce sont ces individus-là qui ont été mis dans des coffrages jusqu'à la fin, et ensuite l'individu dont l'orientation est opposée aux autres, est-ce que aussi la troisième rangée ne comporte pas cette question-là? Et dans les perspectives, parce qu'on a parlé de nombre, on ne pouvait pas descendre au-delà des individus parce qu'on est dans un niveau ou dans un contexte où on est presque au-dessous du niveau de la mer et la nappe phréatique est affleurante. Donc on ne pouvait pas creuser en dessous des squelettes pour voir s'il n'y a pas eu superposition. Et dans ce cas d'espèce, donc dans la perspective, le radar à pénétration du sol, le RPS qu'on a commandé, nous permettra de scanner les squelettes là où on a trouvé et de voir ce qui est en bas. Et ensuite, ça nous permettra aussi de scanner le reste du cimetière, de scanner les dalles et même de sortir du cimetière. Parce qu'en fait, quand on commence, dans la première rangée, l'individu 1 est en dehors du carré du cimetière. Donc ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait des éléments d'or et même dans le magasin à côté. Et ensuite, donc, on continuera dans le cimetière à scanner les lieux qui ont été désignés, et même sous les dalles, et ensuite, après, sortir, aller, comme l'a dit M. le Président de la République, avec cette autorisation, cette onction, on aura à scanner le forail, le camp militaire, le CM, et partout où on nous indiquera qu'il y a eu, en fait, il peut y avoir des traces, on y sera pour avoir une cartographie des sites en fonction des informations et avoir des certitudes. Et là, cette deuxième phase, on va vraiment la coupler avec cette recherche extensive, mais aussi avec des analyses poussées. Donc, à chaque fois qu'on trouvera des individus, de se faire des échantillons pour savoir qui est qui était là. Donc, voilà un peu ce que je pouvais répondre à votre question. Information solide. Que va-t-il se passer? Et donc, qui est une question qui est aujourd'hui la question la plus importante relativement aux violences
et que les violences que des communautés ou des individus ont subies. Cette question, elle est posée parce qu'elle peut être conduite, si vous voulez, de deux manières. La première manière, c'est une manière purement, si vous voulez, personnelle. Des familles qui effectivement considèrent qu'elles ont été victimes de violences et victimes de la violence coloniale, et ces familles peuvent effectivement rester en justice et demander réparation. Il y a aussi des situations dans lesquelles ce sont des communautés ethniques, communautés religieuses. On a vu plein de cas comme au Kenya avec les Mau Mau qui ont demandé réparation. On a vu ça aussi dans plusieurs régions, d'Afrique du Sud. Je pense qu'effectivement, si tout, disons, les incertitudes sont levées, les États d'Afrique de l'Ouest peuvent demander effectivement réparation. Et demander réparation et négocier. Vous savez, quand Haïti devient indépendant au cours de la révolution entre 1797 et 1804, les planteurs français ont demandé réparation. Haïti a payé des millions à la France pour rembourser la perte des esclaves. Aujourd'hui, les Haïtiens pourront certainement demander qu'on leur rembourse leur argent. Donc, mais ça, c'est un travail qui peut être fait par un État, c'est un travail qui peut être fait par des individus. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on avait, et on a toujours une sous-commission juridique, cette sous-commission juridique a essayé de faire l'étude de l'ensemble des actes juridiques en cours. Une deuxième chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de qualifier, si vous voulez, de qualifier l'événement, parce que là aussi c'est un débat. Certains peuvent dire que c'est un crime contre l'humanité. Quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont des éléments de discussion, qui sont des discussions en cours. Et ces éléments de discussion en cours peuvent effectivement proposer, si vous voulez, une démarche. En ce qui concerne cette question qui est la question des réparations. Et aujourd'hui, en fait, c'est probablement l'une des questions les plus importantes provenant de cette longue histoire que nous avons. Il y a des pays qui demandent réparation, il y a des pays comme les États-Unis ou la France qui disent qu'il n'y a pas... les réparations, ça n'existe pas. On n'a rien à réparer, rien à payer. Donc, c'est aussi un débat qui est ouvert. C'est un pardon aussi. Pardon de la France. Oui, il y a il y a des gens qui veulent des réparations matérielles, il y a des gens qui veulent des réparations morales. Ça, c'est aujourd'hui les deux. C'est aussi simple que ça. Ils disparaissent. C'est comme il y a tout un débat, y compris le Premier ministre fait même partie de ces débats, en disant il ne faut plus dire tirailleurs sénégalais. Mais c'est ça le vocable. Je vous dis, ils sont des tirailleurs sénégalais, même s'ils sont gabonais, parce que c'est ça le titre. Et ce qu'il faut dire, c'est très simple, ils ne sont pas tous des Sénégalais. Et dans la plupart des Sénégalais, les Sénégalais étaient minoritaires dans le groupe. Mais ça, c'est connu. Et quand Blaise Diagne vient ici, dès 1917, recruter des tirailleurs, il obtient tout ce qu'il veut de la France pour les originaires, comme on dit, ceux dont Ndougo parlait, les citoyens français. Mais pour satisfaire les Français, il va recruter des non-sénégalais. Mais ce sont des tirailleurs sénégalais. La question, c'est le nom qu'ils ont. Je veux dire, je peux aller dehors et me dire, aujourd'hui, je m'appelle Paul Diouf, mais il y a des gens qui ne m'appelleront jamais Paul. Il y a déjà des gens qui ne m'appellent jamais Mamadou.
Ils ne savent même pas que je m'appelle comme ça. Parce que j'ai un surnom. Et si je vais dans mon quartier et je dis hey, je m'appelle Mamadou Diouf, les gens me regardent, ils disent d'où est-il celui-là? Donc l'essentiel c'est d'être clair et de dire qui ils sont. Et on les a appelés tirailleurs. Un, pour des raisons précises, parce qu'il était considéré que les Africains ne pourront jamais tirer comme un vrai blanc. Donc ils tiraillent. C'est pour ça qu'on les appelle tirailleurs. On les appelait Sénégalais parce que les premiers tirailleurs qui ont été recrutés étaient Sénégalais, c'est tout. Donc l'essentiel, au contraire, aujourd'hui, c'est ça qui fait la force. Parce qu'à un moment, et Sembène joue sur ça, c'est ce vocable qui leur permet de revendiquer une identité et cette identité est une identité commune. Donc c'est surtout ça. Et en fait, on peut politiquement dire qu'on change les choses, mais un historien ne changera jamais les choses. Il écrira jamais. S'il écrit tirailleur africain, on va lui dire de quoi parlez-vous? C'est aussi simple que ça. Donc, pour la question du récit, vous savez, ça, c'est une question beaucoup plus importante. Et ce n'est pas seulement, en fait, un contraste occidentaux-africain, c'est aussi un contraste à l'intérieur des Africains. Il y a des historiens qui vous disent, OK, en fait, qui peut écrire l'histoire de ce qu'on appelle les gens qui sont en bas, des gens subalternes? En général, c'est l'élite qui écrit leur histoire. Ils sont racontés, ils ne se racontent pas. Et comment les raconter devient une question historique très très importante. C'est comme quand on écrit sur un prisonnier, c'est sur la base des documents d'un procès. En général, on ne voit pas sa voix. C'est comment le commissaire de police, le policier qui l'a arrêté, le juge, produisent un récit. La grande question, c'est de savoir comment produire un récit en étant en bas. Parce que le pouvoir colonial, comme disait Ndiouga, n'est pas seulement un pouvoir violent physiquement, mais il y a une violence extraordinaire dans l'imposition du silence. Césaire dit que, en fait, l'Occident ne dialogue pas, l'Occident soliloque. L'Occident se parle à lui-même et vous impose de vous taire. Et la bataille pour raconter son histoire est une bataille importante. Les gens l'ont toujours fait, hein, mais ça ne vient pas au-dessus. Mais les gens dans les quartiers vous racontent une histoire différente de l'histoire que les gens disent que c'est ça qui s'est passé. Mais cette histoire, elle est neutralisée. Et quand on dit maintenant qu'il faut arriver à cette histoire-là, l'important c'est que ce récit est un récit, et ça c'est important, et un récit que les Africains depuis longtemps ont commencé à raconter. Si vous lisez les romans de Bernard Daguier ou les romans de Kamara Lai, justement c'est la recherche de cette parole qui est indépendante de la parole de la personne qui vous raconte, de ce colonial qui parle de ces colonisés. Parce que lui, il les connaît, et il les connaît mieux qu'eux-mêmes se connaissent. Et ce récit, c'est le récit de... Et on le retrouve si vous lisez Senghor, Hostie Noire. Senghor essaie de raconter ce récit, qui est un récit africain, le récit des prisonniers. Mais le récit le plus puissant sur les tirailleurs, c'est le récit de Keita Fodeba, Aube africaine. Et ce récit est repris par Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, pour dire que c'est le texte qui définit le mieux ce que c'est qu'un tirailleur. Parce que ce que Fodeba fait,
c'est de commencer l'histoire au moment où Naman, personnage principal, est en fait entraîné dans le cercle dans le cycle du recrutement. Comment on va le chercher au champ, et du champ il va rejoindre le régiment et il va partir à la guerre. Parce que ce que Fodébar raconte, c'est d'abord les travaux champêtres qui sont perturbés. Mais il raconte aussi les jeux d'amour que la guerre va faire exploser. Parce que les hommes vont partir et les femmes ne peuvent plus chanter les grands chants des grands lutteurs, etc., etc. Et ça, c'est le récit qui est effectivement le récit africain. La question, c'est pas de dire si c'est vrai ou c'est faux. La question, c'est de dire qu'est-ce que ce récit nous apporte quand nous voulons raconter une histoire qu'on ne raconte pas. Et c'est d'autant plus vrai que les Français ne veulent pas qu'on la raconte. Quand Sembène a fait Karoy, ça a été interdit pendant 10 ans. Et semble-t-il, et je dis semble-t-il, quand Wade a choisi son jour des tirailleurs, c'était le 1er décembre, les Français lui ont dit, il n'en est pas question. Et il est parti en août. Donc il y a bien, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire des récits qui se répercutent à la même table. C'est peut-être ça qui ferait là. Achebe dit que si on laissait à tous les peuples raconter le récit à la même table, il n'y aura plus de guerre dans le monde.